Ah, salut, comment ça va aujourd'hui? Bon, on va commencer la semaine en beauté, j'ai l'impression, hein. D'habitude on fait des écouteurs, etc. Mais cette semaine-ci, on va la commencer avec un smartphone. Et oui, je me suis dit, bah tiens, pour le moment, il y a quand même pas mal de petits smartphones qui sortent, hein. Donc on a des hauts de gamme, on a des milieux de gamme, mais on a aussi de très bons entrées de gamme. La semaine passée, je vous ai testé un smartphone à moins de 120 euros et je l'ai même vu à 103 euros sur Amazon. Eh bien, cette semaine, on va tester un smartphone à moins de 250 euros. C'est le nouveau Motorola Moto G53 5G. Il est 5G. On va voir qu'est-ce qu'il nous réserve d'autre. C'est parti. Après ce petit déballage assez complet, j'ai envie de dire, on a un chargeur, on a une boîte en matière recyclée, ça fait plaisir. Motorola est en train de faire ça au fur et à mesure sur toute sa gamme, hein, c'est un certain coût, donc ça prend du temps. Maintenant, concernant le design, je vais me répéter, on est clairement sur le design Motorola qu'il peaufine avec le temps et selon la gamme, hein, les matières choisies, etc. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Des coins arrondis, des bords plats. On va retrouver sur le dessus une inscription Dolby Atmos, un premier micro. Sur la tranche du haut, un premier haut-parleur. Ici, il y en aura deux. Un tiroir de carte SIM avec extension de mémoire par micro SD sur le côté gauche. Sur le côté droit, bouton du volume et bouton d'extinction allumage qui fait office de lecteur d'empreinte. Et sur le bas, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on aura un USB type C, un deuxième micro pour avoir vraiment le son plus centré lors de nos appels, etc. Un deuxième haut-parleur et la prise mini jack, ça fait toujours plaisir de la recroiser de temps en temps. Maintenant, à l'avant, la goutte d'eau qu'il y avait dans cette entrée de gamme à moins de 120 euros a disparu, a laissé place à un poinçon central. Quant à l'arrière, on retrouvera deux capteurs dans un rectangle, le modèle typique de Motorola, hein, c'est leur design. Ces deux capteurs, on en parlera un petit peu plus tard. Le dos, quant à lui, est dans un bleu mat pour ce modèle et il aura tendance à prendre un tout petit peu les traces de doigts, mais c'est pas exagéré, donc du coup, c'est pas encore trop dérangeant, j'avoue, mais il est toujours plus utile de le mettre dans une coque qui malheureusement n'est pas fournie. Pour le petit tour général, on va retrouver du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 6, donc on est sur quelque chose de correct, hein. On va retrouver deux micros cette fois-ci pour avoir un meilleur son lors d'appels, etc. Ça va analyser l'environnement, il fallait le préciser. On va retrouver aussi cette fois-ci deux haut-parleurs, toujours avec du Dolby Atmos. Ces haut-parleurs ont un son correct. Ce n'est pas le son clair et net, hein, d'un Ultra, d'un H30 Ultra par exemple, mais en tout cas le son est très bon et on est bien immergé dans ces jeux vidéo et dans ces films, etc., etc. Il y aura un léger déséquilibre où on a l'impression que le haut-parleur du bas va un petit peu plus fort. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Eh bien, on va retrouver Android 13 avec la surcouche très fine de Motorola et très bien optimisée. Ils ont rajouté pas mal de petits trucs assez sympas, comme un mode sécure, etc. Et ça, ça fait vraiment plaisir de voir que cette surcouche est optimisée parce que franchement, le téléphone sort de bonnes performances. Et je vois qu'au fur et à mesure du temps, cette petite surcouche, ils sont en train de l'améliorer de plus en plus avec plus de sécurité, etc., etc. Et moi, je trouve ça très important. 6,5 pouces en LCD, un taux de rafraîchissement en 120 Hz, de la HDR et une résolution en HD+. J'aurais préféré du 90 Hz et avoir une résolution en Full HD, ça c'est mon avis personnel. Alors on a un très bon écran qui réagit très bien, qui est très rapide. Consommer du contenu ne pose aucun problème, je veux dire, il n'y a pas de lag, on peut scroller à volonté.
Les couleurs sont assez fidèles, il n'y a pas de problème. Mais j'ai cette petite déception avec ce HD+. Comme j'ai dit, j'aurais préféré un 90 Hz qui est tout aussi fluide et qu'on voit très peu la différence avec un 120 Hz, il faut l'avouer, mais avoir de la Full HD. J'ai l'impression qu'en fait, on a parfois des concessions à faire et j'ai l'impression que les constructeurs, des fois, ne font pas les bonnes concessions. Ça, c'est mon avis. Vous le savez, j'apprécie particulièrement Motorola. C'est une marque que j'aime vraiment bien parce que je trouve qu'ils reviennent vraiment fort. Mais là, la concurrence est rude quand on regarde un Realme 9i, quand on regarde un Poco M4 Pro. Et on est dans la même gamme tarifaire. Et arriver avec un HD+, c'est un peu limite. Maintenant, certains vont préférer avoir du 120 Hz. Je suis d'accord avec vous. Moi, je dis juste qu'un 90 Hz avec du Full HD, on aurait eu un meilleur écran, même si celui-ci est déjà très bon. Au niveau des performances, alors on est sur un Snapdragon 480. Et oui, c'est le vieux Snapdragon qui a été remanié en 5G cette fois-ci, avec un Adreno 619, 4 Go de RAM en LPDDR4X, 64 Go de stockage en UFS 2.1. Vous allez me dire, la fiche technique n'est pas fifou. Pourtant, elle sort quand même de très bons scores. Et là, je reviens toujours sur ce que je dis, c'est que la surcouche Motorola est très bien optimisée parce qu'en l'Antutu Bench, il m'a sorti un score de 270 658 points. Ça veut dire que si vous étiez déjà content avec le score déjà très bon du E13, ici, dites-vous qu'il va encore mieux s'en sortir. Et j'avoue qu'il s'en sort assez bien. Maintenant, au niveau du Geekbench, il m'a sorti un score de 739 au simple cœur et 1793 au multicœur. Donc, comme vous pouvez le voir, il va pouvoir faire du multitâche sans problème. Et ce multitâche, il n'y a pas trop grand-chose à lui reprocher. J'ai remarqué qu'avec plusieurs fenêtres ouvertes, il s'en sortait très bien. Le scrolling, comme je vous le disais, au niveau de l'écran, le surf, etc., là aussi. Maintenant, je me pose la question, est-on vraiment obligé d'avoir une puce 5G? Pourquoi? Oui, c'est très utile, c'est très rapide et tout ce qui va avec, mais elle n'est pas encore assez développée. Et donc, du coup, c'est un peu comme pour l'écran. Je vous disais, j'aurais préféré avoir du 90 Hz et du Full HD. Ici, j'aurais préféré avoir de la 4G et un processeur un peu plus véloce. Et donc, du coup, on aurait eu encore de meilleurs scores. Pourtant, ce score est même déjà très bon parce qu'en jeu vidéo sur Asphalt 9, il va y avoir aucun souci. Les temps de chargement sont même assez courts, les graphismes sont assez bons, voire même très bons pour un smartphone de ce prix-là. Et lorsqu'on va jouer à des jeux un peu plus gourmands, alors oui, on ne pourra pas faire tourner du Fortnite, mais on peut faire tourner du Genshin Impact. Et ce Genshin Impact, les graphismes ne vont pas être en très faible, mais vont être en faible. Jouer en faible est-ce dérangeant? Non, pas du tout. On est en 30 images par seconde assez fixe. J'ai pas ressenti de lag ou de chute au niveau des FPS. Et donc, du coup, on peut se faire plaisir avec de bons jeux. Et c'est là que je me dis, encore une fois, un 90 Hz Full HD avec un processeur 4G mais un peu plus véloce, on se serait fait encore plus plaisir et dans le multitâche et dans le gaming. Maintenant, est-ce un choix qui vous plaît ou est-ce un choix qui ne vous plaît pas? Moi, je suis juste là pour relever les petits points que j'aurais préférés personnellement. Mais il faut avouer que les scores sont assez bons, qu'il est assez fluide et que, honnêtement, en jeu, la chauffe la plus haute que j'ai eue, nous étions quand même à une température qui était assez maîtrisée de 49 degrés après plus de 2 heures de Genshin Impact, ce qui, je trouve, est très bien. Au niveau de la photo, les concurrents sont toujours les mêmes, Realme 9i ou alors on va avoir le Poco M4 Pro, etc. Et il s'en sort même très bien. J'ai même envie de dire que la photo est très honorable et donc du coup, il n'a pas à pâlir devant la concurrence, loin de là. On va avoir un premier capteur de 50 mégapixels grand angle, ouverture 1.8, un deuxième capteur macro 2 mégapixels, ouverture 2.4, et à l'avant, un capteur selfie 8 mégapixels, grand angle, ouverture 2.0. Bon, que dire sur cette photo? On va commencer par les bases. Déjà, il y a pas mal de réglages. Réglage haute résolution, qui franchement fait très très bien son boulot. On va avoir un mode nuit, qui honnêtement lui fait très très bien son boulot. Pour un petit smartphone à moins de 250 €, j'ai trouvé que c'était très bon. Pourquoi? J'ai pas fait des photos à l'extérieur pour la simple et bonne raison qu'il faisait clairement dégueulasse en nuit, il drachait, etc. Donc je me suis dit, je vais le faire dans ma cave qui est très très sombre.
Vous avez un avant-après et là, ben, je trouve qu'il fait vraiment très bien son taf. Au niveau du portrait et du selfie, cependant, je vous conseille de désactiver l'HDR automatique et surtout le filtre automatique parce qu'il a tendance à vachement lisser le truc. J'ai l'impression d'avoir rejeuni de 15 ans. Donc, je vous conseille de le désactiver parce qu'il aura cette tendance à lisser la photo. On aime ou on n'aime pas. Moi, je préfère voir mes bonnes rides de mes 44 ans. Ensuite, pour ce qui est de la photo en général, là, c'est assez bon. On a un zoom jusque x8 qui n'est pas exceptionnel, mais on a franchement de très bonnes photos qui s'en sortent honorablement et qui n'ont rien à envier à la concurrence, il faut l'avouer. Maintenant, pour ce qui est de la macro, eh bien là, j'ai été vraiment étonné. Pour un petit capteur 2 mégapixels ouverture 2.4, eh bien j'ai été étonné que la macro se débrouillait si bien. À tel point qu'à la base, je n'ai fait qu'une seule photo. Je me suis dit, tiens, je vais en intégrer une deuxième parce que elle est vraiment bonne. Au niveau de la vidéo, il faudra cependant se limiter à du 1080p 30 fps, mais en tout cas, on pourra activer ou désactiver la stabilisation. Et cette stabilisation, elle n'est pas mauvaise du tout. Donc, pour la partie photo, j'ai envie de dire qu'il s'en sort vraiment très bien. Une batterie de 5000 mAh et comme vous l'avez vu dans le déballage, une charge seulement de 10 watts. Même si ce smartphone accepte la charge de 18 watts, là j'étais un petit peu déçu parce que le Moto G52 que j'avais très apprécié avait une charge de 30 watts. Et voilà, je veux dire, quand on a une batterie de 5000 mAh, 30 watts, c'est important. D'autant plus que cette charge de 10 watts, il faudra compter 2 heures pour charger le téléphone et ça c'est très long. Donc il ne faudra pas oublier de le faire charger le soir ou de le faire charger en optimisé de la nuit pour qu'au matin, elle soit chargée entièrement. Cette autonomie, elle va durer 24 heures. Vous comptez que voilà, en utilisation globale et générale, vous allez pouvoir tenir 24 heures. Si maintenant vous avez une utilisation un peu plus restreinte, comptez que vous allez tenir vos 2 jours aisément. En utilisation de dingue, c'est-à-dire à ma façon à moi, avec un max de jeux, etc. J'ai joué à du Genshin Impact pendant 2 heures, j'ai fait mail, SMS, etc., etc. Là, il aura tenu 15 heures. Ça, vous avez eu les trois séquences. En tout cas, je trouve que pour cette autonomie, même si elle est très bonne, je m'attendais à avoir un peu plus, mais ça, on le sait tous, les Snapdragon, ils sont très gourmands. À 249 €, il faut avouer qu'on est dans un secteur où la guerre, elle est rude et il y a beaucoup de concurrence. Alors, pour une 5G et un 120 Hz, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de concessions qui ont été faites. Et est-ce que ça va plaire à tout le monde? Surtout que quand on a un excellent G52, si on est fan de Motorola, avec une charge 30 watts, etc., eh bien on va se dire, est-ce que je change pour un 53 ou est-ce que je vais aller me chercher un 52 si on a ce tarif-là en main? Surtout que le 52, on va commencer à le trouver un petit peu moins cher. Et c'est là que les questions se posent. Moi, par exemple, j'aurais préféré avoir un 90 Hz, la Full HD, et j'aurais préféré avoir un processeur sans la 5G, avec de la 4G convenable, mais avoir un peu plus de peps, un peu plus de vélocité pour, par exemple, avoir des meilleurs graphismes en jeu, etc. Et une charge un peu plus rapide, une charge 30 watts, comme sur le G52. Et c'est là qu'on se dit, il y a des concessions qui sont faites, mais parfois ce ne sont pas forcément les meilleures concessions. Vouloir donner du 120 Hz à la clientèle au détriment d'avoir une moins bonne résolution, je ne sais pas. Pourtant, même si des concessions ont été faites, on est quand même sur un très bon téléphone avec de très bonnes finitions, un lecteur d'empreintes, de micros, de haut-parleurs, la HD+, même si on va se dire qu'à ce tarif-là, c'est un peu dépassé, elle est quand même assez bonne. Je veux dire, ce n'est pas dérangeant. Mais j'aurais voulu avoir, oui, le Full HD, comme j'aurais voulu avoir cette charge un peu plus rapide. À la rigueur, on va se dire que la puissance, il sort déjà 270 000 pour cette gamme tarifaire, c'est déjà très bien. Il y en a peu qui le sortent, il faut l'avouer. Mais en tout cas, voilà, ces concessions, c'est bien dommage qu'elles ont été faites et j'espère qu'à l'avenir, ils vont essayer de réfléchir à essayer d'avoir un meilleur équilibre. Parce que pourquoi? La photo, elle n'est pas mauvaise du tout. Et donc, du coup, on se retrouve avec un smartphone qui a une bonne puissance, qui est fluide, qui va pouvoir faire quand même pas mal de multitâches. On va pouvoir aussi jouer, on va pouvoir faire de bonnes photos. Mais voilà, à cause de ça, est-ce que ça va vraiment nous impacter? Est-ce qu'on en a vraiment besoin de cette 120 Hz ou de ce Full HD comme moi je réclame? Ça, c'est à vous de me le dire. J'attends vos commentaires.
En tout cas, la prochaine vidéo, ce sera son grand frère, le G73. Et il est 5G aussi. On va voir ce que ça donne.